Donc, il est 10h01, vous êtes déjà 57 personnes à nous avoir rejoints, donc on va pouvoir commencer ce webinaire pour les 57 personnes qui ont fait l'effort d'être à l'heure, c'est bien. Je suis Boris et Christine, voilà. bonjour. Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui vous parler, comme vous l'attendiez, de la dualité entre enquête à chaud et enquête à froid. Finalement, quelles sont les caractéristiques de l'une, quelles sont les caractéristiques de l'autre, et de voir dans quelle mesure ou dans quel contexte on va pouvoir plutôt partir sur un modèle ou plutôt sur l'autre. Donc on va tenter de respecter le timing qui est d'à peu près 25 minutes de présentation avec 5 minutes de questions-réponses, ce qui est ambitieux parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc je vais arrêter de parler pour ne rien dire et rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, pour toutes les questions, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dérouler on va dérouler la présentation et on répondra aux questions à la fin de la présentation, ce qui ne vous empêche pas de les poser au fur et à mesure. Autre chose, avant de commencer, on vous informe tout de suite, on va vous envoyer en cours de présentation autour de 10h15 une enquête, un petit formulaire dans lequel on vous demandera de renseigner votre numéro de téléphone portable, si vous en avez un, si vous souhaitez nous le donner, simplement pour que l'on puisse vous envoyer à l'issue de la présentation une évaluation de ce webinaire par le biais d'une enquête SMS ping-pong. Une enquête SMS transactionnelle où vous répondez directement par votre téléphone sans utiliser le web mais en utilisant le canal SMS. Puisque c'est une des problématiques que l'on va, un des deux canaux qu'on va présenter aujourd'hui, l'idée c'est qu'on puisse le voir en réel. Alors, rapidement, pour commencer, à propos de Sphinx, on va passer très vite puisque pour la plupart vous nous connaissez déjà. Aujourd'hui, Sphinx, c'est une cinquantaine de collaborateurs répartis sur 2 sites, Annecy et Grenoble, avec 30 ans d'existence déjà. Oui, Sphinx a été monté en 86, 87, on fait les 30 ans cette année. Et notre cœur de métier, c'est véritablement l'édition de logiciels d'une part, pour les études et les enquêtes pour les enquêtes et l'analyse de données, et les études et l'accompagnement d'autre part. On peut intervenir comme prestataire de service pour accompagner nos clients sur toutes leurs problématiques et on prend la main sur leurs projets. Donc on a 4 grandes familles d'activités. La première qui concerne la collecte de données. Donc on propose des solutions qui permettent d'aller capter de l'information, principalement par le biais d'enquêtes par questionnaire, mais pas que, aussi en allant collecter directement des données sur le web. On est sur des solutions qui sont multicanales, donc on pourra diffuser par SMS, par email, par le biais d'applications mobiles, on va collecter par du scanner, bref, beaucoup de solutions. Un deuxième point sur la gestion de panels, on va vous permettre d'accéder directement à des panélistes en ligne où vous pourrez payer à la réponse, d'une part, et puis d'autre part, des solutions qui vous permettent de constituer et de gérer vous-même vos panels propriétaires. Deuxième métier. La troisième brique, c'est la brique statistique et data visualisation. Ce qui fait vraiment la force de Sphinx, c'est de pouvoir intégrer dans un seul et même outil à la fois des solutions qui permettent de collecter les données, d'organiser et collecter les données, et d'autre part de les restituer, les analyser. Avec, ce qui concerne le dernier point, une forte expertise sur l'analyse textuelle et sémantique pour pouvoir transformer les commentaires spontanés des clients finalement en thématiques pour être identifier les thématiques et les scorer, les quantifier. Alors je vois qu'on a une question, on y répondra. Pour info, ça coupe et le son est assuré. Ok, donc on va essayer de faire mieux en faisant je sais pas quoi. Alors, il faut que je clique sur suivant. Voilà. Alors, l'évolution du marché des contextes. Donc, plus particulièrement, ce qui nous amène aujourd'hui à poser la problématique des enquêtes à chaud et à froid. On a ce qu'on observe, une mutation des usages, où finalement, aujourd'hui, un client, un patient, un stagiaire, tout ce qu'on veut, va pouvoir interagir à tout moment avec une marque ou une organisation. Il va pouvoir le faire par le biais de son application mobile, par le biais du site web, par le biais directement avec son conseiller en agence. Donc on a vraiment une émergence du cross-canal qui conduit aussi à ce que les individus s'expriment plus librement. On a la généralisation des plateformes d'avis clients avec TripAdvisor, avec le Trustpilot, avis vérifié. Donc on est dans une démarche où les clients s'expriment spontanément, ce qui nous amène à avoir une multiplication de l'information et des points de contact. Dans le même temps, finalement, tout ça, ça nous amène à une inversion des rapports de force où finalement le client est plus maître dans la relation, ce qui oblige les organisations et les marques à être plus exigeants pour éviter la volatilité où un client va pouvoir plus facilement changer de prestataire, changer d'organisation pour une prestation de service ou un produit.
Et tout ça dans un contexte où on est dans un contexte économique plus instable, avec, on sort d'une période de crise, donc avec une concurrence qui est accrue, des prix qui ont baissé et des clients donc toujours plus exigeants. Donc par rapport à ça, compte tenu de ça, il est important aujourd'hui d'aller écouter, évaluer la satisfaction de ses clients pour pouvoir les conserver, les garder, considérant que finalement le client fait partie du capital de l'entreprise et qu'il est important de le ménager. D'accord avec moi, Christine? Complètement d'accord. Donc, si on est d'accord avec ce postulat-là, qu'il faut écouter et évaluer la satisfaction client, finalement, il y a deux modes aujourd'hui. Soit on est sur une enquête à chaud, donc systématique, à chaque fois que il va y avoir une interaction avec le client, on va l'interroger sur la manière avec laquelle s'est déroulée la prestation ou la consommation du service. Soit de l'enquête à froid, une manière beaucoup plus cadencée, enfin beaucoup moins cadencée, de manière plus ponctuelle, on va l'interroger au global sur sa satisfaction. Donc deux modèles qui peuvent s'opposer ou se nourrir, c'est à ça que l'on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, je voulais vous présenter un petit tableau qui illustre bien finalement la confusion qu'il peut y avoir dans la tête des clients, dans la tête des utilisateurs, par rapport à cette opposition chaud et froid. Ici, on a un tableau finalement qui représente les résultats d'interaction qu'il peut y avoir entre une marque et un client par le biais d'une enquête. On va donc à chaque fois qu'un client va interagir avec la marque, ça peut être je sais pas, dans le cas par exemple dans le cadre d'une relation avec une banque, il demande un conseil, il demande un rendez-vous avec son conseiller, on va lui envoyer une évaluation, il va répondre. Et puis, suite à cette rencontre avec le conseiller, il va avoir une offre de prêt ou une offre de quelque chose, on va lui demander si c'est bien placé, il va répondre. Puis ensuite, bref, tout au long du parcours client, ce client-là va être interrogé. Donc, lors de la première interaction, sur la dizaine de clients interrogés, il va y en avoir un qui va être insatisfait. Ce qui va nous donner, finalement, lorsqu'on regarde le score de recommandation, est-ce que je recommande, donc on va faire la différence entre les clients promoteurs, ceux qui ont donné une note de 9 et 10, et les clients détracteurs qui ont donné une note de 0 à 6, ce qui va nous donner un score de 80. 90 clients, 90 moins 10, ça nous fait 80. Et puis, deuxième interaction, on va avoir un deuxième client qui va être insatisfait, mais le premier, finalement, celui-là, il a laissé passer les choses, puis donc il va être modéré. Donc on est à nouveau sur un score de 80. Et puis à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, etc., on aura toujours un client qui sera insatisfait sur la dizaine de clients interrogés. Ce qui fait que quand on regarde ça au global, de manière longitudinale, on va se dire, super, on a un NPS de 80, donc très bon score, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a finalement, sur les 10 clients qui ont interrogé, on a 10 clients qui ont émis une insatisfaction. Donc si on regarde ça de manière ponctuelle, de manière globale cette fois, on va observer un score de NPS qui va être de moins 100. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire la distinction entre évaluation à chaud, où je vais à tout moment interroger un client sur une situation donnée, et l'évaluation à froid, de manière globale, je vais l'interroger. Ça nous amène à véritablement avoir de grosses erreurs. On peut avoir un score NPS qui va être bon toute la durée, alors que lorsqu'on va l'interroger de manière ponctuelle, de manière globale, on va avoir un score qui va chuter. Alors, on va donc pouvoir passer sur les enquêtes à chaud. Donc, je vais passer la parole à Christine. Voilà. Alors, les enquêtes à chaud, donc on voit ensemble les caractéristiques et les enjeux de ces enquêtes. Donc, d'une part, le contexte et l'objectif. Donc, c'est une évaluation à la suite d'une expérience vécue par le client en vue d'obtenir son impression à chaud et d'agir rapidement. Donc, au niveau de l'échantillon, il n'y a pas d'échantillonnage effectué. On va envoyer de façon exhaustive à l'ensemble des clients. Donc, on va avoir un volume important de réponses. On va vouloir interroger tous les clients qui ont, par exemple, fait une action d'achat de produits ou qui ont suivi une formation parce qu'on veut justement leur ressenti sur cette formation en question. Du coup, le questionnaire, il va être plutôt court et dynamique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser vraiment à l'expérience vécue par le client sur le moment. Donc, on va avoir un questionnaire qui est court, qui est dynamique et qui va, par exemple, faire apparaître le NPS et une question ouverte. Et donc, on va vraiment centrer, on a une évaluation contextualisée. Ensuite, le support. Alors, il va falloir bien choisir en fait le support approprié en fait en fonction de notre cible.
Donc c'est vrai que nous, en tant qu'éditeur, on va utiliser plutôt des protocoles contemporains et on va vous orienter vers du SMS, vers de l'email, vers d'une borne interactive, voilà, pour collecter en fait ce type de questionnaire. Donc le SMS, ça a l'avantage d'être très direct. Maintenant, c'est un support de diffusion qui est coûteux. L'email, à l'inverse, c'est un support qui est bon marché, mais qui devient vite saturé parce qu'on est tous sollicités sur notre messagerie, que ce soit à notre travail ou à la maison. Donc voilà, faut-il choisir l'email certaines fois. Et la borne, ben ça a l'avantage d'être convivial. C'est quelque chose qu'on peut placer en sortie de magasin. Mais par contre qui va nécessiter une incentive, c'est-à-dire qu'on peut imaginer peut-être qu'il y ait une personne qui se situe à côté de la borne pour inviter les clients à répondre, à laisser en fait leur réponse avant de sortir du magasin. C'est vrai que Christine, pour appuyer sur ce point-là, on a déjà déployé effectivement des solutions sur borne chez certains clients et on a constaté au bout de quelques mois que finalement il n'y avait absolument pas de réponse. Parce que on prenait pas le client par la main pour l'inviter à répondre. Donc il faut aussi que la borne elle soit posée de manière assez stratégique, quitte à ce que ce soit directement sur un comptoir, enfin de manière très visible, et qu'il y ait un minimum d'accompagnement de la part des collaborateurs pour inciter les clients à répondre. Voilà. Donc pour mettre en place ces enquêtes à chaud, on va avoir des points de vigilance et les enjeux, ça va être notamment d'identifier les moments clés du parcours. C'est-à-dire que l'achat d'un produit, ça peut être effectivement l'action d'achat en magasin avec un passage en caisse, mais ça peut être aussi j'ai été livré de mon produit, est-ce que je suis content de sa réception, est-ce qu'on a respecté en fait les délais qu'on m'avait indiqués. Et l'idée, ça va être de traquer les irritants. Alors les irritants, c'est les clients insatisfaits, les clients mécontents, voilà. Donc on va vraiment identifier des moments clés. Le deuxième enjeu, c'est soigner la relation avec son service informatique. C'est vrai que là, si on fait des envois d'SMS, d'emails, on va avoir un gros volume en fait au niveau de nos départs d'emailing ou des départs d'SMS. Donc là, on va privilégier l'automatisation via les dialogues avec le CRM. Donc on va utiliser des API. Où là, en fait, on va plutôt planifier les départs d'emailing de manière automatique. Ça peut être, par exemple, un départ d'emailing tous les jours à 19h. Donc ça, on a besoin effectivement du support de notre SI. Pour aller même plus loin, l'ordre d'envoi, finalement, il peut être déclaré au niveau du CRM du client. Simplement, le CRM va nous pousser, va nous envoyer des destinataires qui vont partir sur les applications et qui seront ensuite envoyés de manière systématique, qui permet vraiment de respecter le cadencement par rapport au parcours du client et d'être sûr que directement après un achat, directement après une interaction, quelle qu'elle soit, le client recevra une évaluation. Ouais. Alors, troisième enjeu pour réaliser ce type enquête à chaud, c'est de maîtriser le multicanal. Donc, on va identifier et sélectionner le bon mode de diffusion en fonction du contexte. Donc, un achat à partir d'un site web, la personne a laissé son email, on va peut-être privilégier l'emailing, ça sera le bon moyen en fait de capter ces réponses. Après, on peut aussi mixer en fait les canaux de diffusion. On peut faire le choix en fait d'un envoi SMS parce que c'est quelque chose qui est rapide, qui est court. Et pour les personnes qui n'ont pas répondu au SMS, privilégier une relance par emailing. Donc voilà. On peut même, dans certains cas, notamment sur le secteur du retail, sur les commerçants, avoir une enquête qui part à la sortie de magasin après un achat par SMS et que cette évaluation soit stockée au même endroit que les évaluations qui sont faites suite à un achat qui a eu lieu en ligne. Donc on peut, pour un même client, effectivement, avoir dans un contexte particulier de l'envoi par mail et dans un autre contexte de l'envoi par SMS. Ouais. Alors, comme on vous l'a indiqué, vous allez recevoir en fait un mail et vous pourrez nous donner votre numéro de portable. Là, on zoome en fait sur le SMS transactionnel. Donc, c'est ce qu'on appelle également le SMS ping-pong. Ou tennis. Ou tennis. Donc, le SMS, en fait, ça va nous permettre effectivement d'envoyer des questionnaires à chaud. On a un taux de retour qui est satisfaisant parce qu'en fait, il y a à peu près 100% d'ouverture de SMS, donc c'est intéressant. On a également un échange personnalisé. On va pouvoir vraiment indiquer l'événement
l'action en fait du client pour pouvoir obtenir son ressenti, son évaluation par rapport à cette action. Donc on a plus de proximité en fait avec le répondant. Et c'est vraiment l'outil de retour, pour un retour à chaud post-événement. Donc voilà comment ça fonctionne. On envoie un premier SMS où on invite le client à donner une note suite à un échange avec son conseiller. Et puis, en fonction de la note donnée, on va lui demander pour quelle raison il a donné cette note. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il y a une déception qui est liée à l'accueil et à la qualité des conseils donnés. Donc voilà. Donc si vous nous donnez votre numéro de portable, vous pourrez recevoir ce type de questionnaire qui est très intéressant pour les enquêtes en jeu. Alors, on avait juste une question, j'en profite, on va quand même y répondre maintenant. Vous parlez d'une question de Nicolas. Vous parlez de 100% d'ouverture par SMS. Quels sont vos taux de réponse? Alors, on n'a pas dit, je suis peut-être que tu l'as dit, qu'il y a 100% À peu près 100% de retour sur l'ouverture du SMS. Tout le monde ouvre sur le taux de réponse. Après, il dépend véritablement du contexte, mais c'est vrai qu'on est sur un média qui est très intrusif et qui nous permet d'avoir des taux de réponse qui sont alors intrusifs de manière positive, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à toucher le client encore plus directement que par le mail, et on arrive à avoir des taux de retour qui sont satisfaisants, qui peuvent aller selon les contextes, entre 10 et 30%. Donc quelque chose qui marche bien, mais comme a dit Christine tout à l'heure, on est sur des coûts d'acquisition qui sont plus importants. C'est bon? Oui. Alors, les enquêtes à chaud, comment traiter les retours? Donc effectivement, pour les questionnaires à chaud, ce qu'on souhaite, c'est pas obtenir des statistiques pour faire des analyses un petit peu dans tous les sens. Non, ce qu'on souhaite en fait, c'est capter les clients insatisfaits, les clients mécontents. Donc le bénéficiaire pour des retours, en fait, ça va être le responsable d'agence, le manager local, le responsable de service, par exemple pour la formation. Ça peut être également la direction. Une direction qualité, par exemple, qui souhaite voir, mesurer en fait justement tous ces retours, avoir directement les réponses apportées dans les questionnaires, mais également voir comment ces retours sont traités. Et donc, on peut imaginer donc plusieurs accès à ce type d'outils, de plateforme. Donc, le suivi, ça va être la liste des clients mécontents et insatisfaits. L'action, en fait, ça va être justement de faire un feedback auprès du client, de faire un retour auprès du client. Donc après, ça peut être le recontacter par téléphone pour mesurer son insatisfaction, lui envoyer un mail personnalisé avec peut-être une remise sur un prochain achat. Et une fois en fait qu'on a, au fur et à mesure en fait qu'on traite ces retours, on va avoir besoin d'indicateurs. Et l'indicateur, ça va être par exemple sur la performance des actions. Donc ça, par exemple, pour le responsable d'agence, il va pouvoir effectivement qualifier les appels qu'il réalise auprès de ses clients et en même temps mesurer, combien d'appels il a réalisé et est-ce que ces appels permettent de récupérer le client insatisfait. Et pour la partie direction, on sera plus sur la mesure de la satisfaction, la mesure du parcours client, donc une perception plus globale de l'étude. C'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer les deux types d'usages. Un usage très opérationnel pour les responsables de site qui, eux, vont vraiment traiter les clients de manière unitaire, un par un, essayer de voir quels sont ceux qui effectivement rencontrent des difficultés, mentionnent un mécontentement pour les traiter, puis d'autre part, la direction qui elle va voir ça de manière plus globale. On verra ensuite comment ça se passe. Voilà. Donc là encore, les enjeux sont multiples. D'une part, il faut faciliter l'accès à l'information. Donc là, on va privilégier un point de contact grâce au SSO, c'est-à-dire qu'on va permettre d'avoir qu'une seule authentification à la base, par exemple pour le responsable d'agence, qui va lui permettre de voir effectivement d'avoir la liste de ses clients insatisfaits, mais également d'accéder à d'autres ressources de la structure. Ça peut être voir un petit peu le nombre d'achats réalisés par le client, avoir son profil, voir ses commandes, avoir d'autres notions que le questionnaire qu'on vient de transmettre aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment que cette plateforme de suivi elle soit le plus possible intégrée au CRM, au système d'information du client, pour éviter qu'il y ait un effort de la part du
manager pour aller récupérer cette liste. Il faut que ce soit facile, fluide, pour être sûr qu'il rappelle effectivement. Voilà. Donc le deuxième enjeu, c'est de former et d'accompagner les équipes. Il faut les sensibiliser, leur donner le discours qu'elles doivent tenir en fait face à un client insatisfait. Quels sont les modes d'échange à disposition? Est-ce qu'on part plutôt sur du téléphone, sur du mail? Et quelles promesses en fait, qu'est-ce qu'on peut donner en fait au client pour lever cette insatisfaction? Un autre enjeu, c'est de donner la visibilité sur les résultats. Là, effectivement, voilà, on peut reparler aussi des accès, un accès qui concerne le responsable d'agence à ses propres résultats, les taux de retour, l'évolution en fait de la satisfaction de ses clients par rapport au traitement de ces retours, et puis la direction qui va voir dans le temps en fait l'évolution, le nombre d'appels et effectivement est-ce qu'on a pu récupérer notre client insatisfait ou est-ce qu'il est définitivement perdu. Enfin, dernier enjeu, capter les signaux faibles grâce à l'analyse sémantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir identifier la personne qui est mécontente par rapport à la note ou au score qu'elle a donné, la note de recommandation qu'elle a donnée. Donc c'est vrai que si c'est une note qui est inférieure à 6, on va pouvoir appeler ce contact. Voilà. Mais on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent d'automatiser en fait l'analyse, notamment au niveau du texte, et d'identifier quelqu'un qui est au niveau d'une question ouverte, par exemple, émet des remarques, des critiques spécifiques, et même s'il a indiqué en fait une note correcte pour l'achat de son produit, enfin pour l'événement sur lequel on l'a évolué, il peut émettre certaines réserves. Donc, ce qui va être intéressant justement, c'est de pouvoir éventuellement recontacter ce type de client qui peut devenir dans le temps détracteur pour pouvoir continuer à le satisfaire. Oui, vraiment, l'objectif, c'est d'arriver à capitaliser sur ces clients promoteurs qui, de temps en temps, peuvent éprouver des difficultés. Le fait qu'ils s'expriment sur ces difficultés, il faut voir ça vraiment comme une opportunité de renforcer encore un peu plus la relation. Et vraiment d'avoir un pôle de clients actifs, promoteurs, fidèles, sur lesquels on puisse compter pour construire une relation durable. Et c'est là où, effectivement, l'analyse sémantique nous permet de faciliter la vie, parce que lorsqu'on est sur des gros volumes, où on va récupérer plusieurs milliers de réponses par mois, il va falloir faire le tri de ces clients-là. On ne va pas se permettre de tout lire. Donc, il faut à un moment automatiser les process. Donc voilà, donc là, comment suivre et agir. Donc voilà une vue manager, une vue responsable d'agence, avec un accès, donc comme on voit, à la liste des clients insatisfaits. On va pouvoir les recontacter, donc cliquer en fait sur le client, avoir accès à des variables profil comme son nom, son prénom, l'identification client. Ce qui est important ici, le téléphone, l'agence également de rattachement. On a accès au questionnaire, enfin aux réponses qu'il a apportées au questionnaire, la note de recommandation, et puis les remarques en fait qu'il a notées en fait au niveau du questionnaire. Et ensuite, donc, on voit que la deuxième partie, c'est le traitement en fait qui va être réalisé par le responsable d'agence. Donc, suite à son appel, il va pouvoir indiquer effectivement oui qu'il l'a contacté, à quelle date, et si sa démarche de rappel a été appréciée par le client ou non. Et sur la droite, en fait, il a accès à des indicateurs avec le taux de clients recontactés et également le taux de clients entre guillemets sauvés. Là, c'est un exemple de plateforme qu'on propose. Évidemment, tout ça est complètement personnalisable et c'est ensuite à la marque organisation finalement d'aller définir les indicateurs qui seront mis à disposition des managers pour arriver à suivre leur efficacité. Donc ça peut être, comme on a posé, un taux de client recontacté ou un taux de client sauvé. Et tout ça, c'est effectivement à définir au moment de la mise en place de la démarche. Alors là, un autre exemple, donc là c'est plus la vue pour le directeur qualité, donc qui voit l'étude dans sa globalité, avec des graphiques en fait qui vont lui permettre de mesurer la performance selon le contexte. On va retrouver le NPS. On va retrouver également ce NPS par rapport à différents critères. Ici, on a la CSP. Et puis, également un graphique qui permet de voir l'évolution dans le temps. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant pour suivre l'étude
Voilà, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans la mesure où on est sur des systèmes qui sont généralement connectés au CRM, toutes les informations que l'on a sur le client, ce qui peut être une date d'achat, une date de contact, effectivement une catégorie socio-professionnelle, le sexe, non, enfin toutes ces informations-là, on va pouvoir les récupérer dans le reporting pour pouvoir les mettre en perspective avec effectivement le score de recommandation qui sera proposé là. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir des questionnaires très courts, mais qui vont être assez riches en informations, puisqu'on aura toutes les informations relatives aux clients qui sont collectées. Voilà. Et puis là, on a accès aux commentaires spontanés. Donc on a vraiment la possibilité. Donc on voit ici, par exemple, la possibilité d'accéder au verbatim et ensuite d'avoir donc un graphique qui nous permet de mesurer en fait là où on a de l'opinion favorable et de l'opinion défavorable. Par exemple, si on regarde le 3e point, la relation client, là on voit très bien que c'est quelque chose où on est fort. Mais si on est sur plutôt oui. La disponibilité des produits. La disponibilité des produits. Donc là, on a bien à faire puisque finalement, on a quand même pas mal d'insatisfaction sur ce point. Enfin, une évaluation qui est moins bonne. Voilà, donc ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce type de restitution qui va permettre finalement de retracer le parcours client, elle est reconstruite sur la base des commentaires spontanés, des verbatims que l'on a pu collecter. Donc on a, nous on propose, je ne vais pas proposer de manière systématique, mais des moteurs qui permettent finalement de transformer le commentaire client en un indicateur de suivi. Donc le commentaire qui va être finalement déstructuré, il y a beaucoup de matière, c'est flou, c'est compliqué à lire, en indicateur de suivi quantitatif. On va pouvoir donc associer chaque verbatim à des thèmes, et pour chacun des thèmes qui a été identifié, définir si le client l'a abordé de manière positive ou négative. Ce qui permet d'avoir une visibilité très claire sur les préoccupations des clients et de pouvoir facilement voir là où on performe et là où au contraire on a des difficultés, il va falloir travailler. Voilà. Alors, merci Christine pour cet état des lieux sur les enquêtes à chaud. Donc maintenant, on va aller sur le pendant de l'enquête à chaud qui est l'enquête à froid. De la même manière, en essayant de voir les caractéristiques et les enjeux, quelle manière ça va être utilisé, et pour qu'on puisse bien vous comprendre les différences entre les deux. Donc l'enquête à froid, elle est utilisée principalement pour obtenir l'image perçue par le client et identifier les axes d'amélioration. C'est une étude plutôt stratégique qui va nous permettre de nous améliorer. On va travailler sur les grandes masses et on ne va pas être justement sur un traitement unitaire des clients. Finalement, qui dit quoi, ça nous importe peu. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne comment se construit la satisfaction et la fidélité. Donc on va être sur des fréquences ponctuelles, annuelles ou éventuellement 2 fois par an, mais on n'est pas sur une évaluation systématique. Là, à la différence de l'enquête à chaud, on va être cette fois sur un processus d'échantillonnage où on va effectivement définir un échantillon qui correspond à la masse de nos clients, selon des critères qui peuvent être de type socio-démo, caractéristiques clients, ou RFM, récence, fréquence, montant. Donc ça, c'est à définir en fonction de votre organisation et de la manière dont vous abordez votre base client. Mais là, on est véritablement sur un échantillonnage au départ. L'étude, elle doit être, et elle a l'avantage d'être exhaustive, donc on va vraiment aller traiter toutes les composantes de la satisfaction. Donc chaque caractéristique finalement de la relation qui va se construire avec le client va être évaluée. Et elle doit être également engageante, c'est-à-dire qu'on va cette fois vraiment privilégier l'usage de l'image qui va nous permettre de générer du texte pour arriver à qualifier l'image perçue et aller justement au-delà des seules échelles de mesure. Donc, par exemple, ce qu'on préconise, nous, souvent, c'est l'utilisation d'un mur d'image. On va demander au répondant, par rapport à la perception qu'il peut avoir d'une marque ou d'une organisation, de la définir par rapport à des images qu'on va lui proposer. Donc, il va sélectionner des images qui correspondent à la relation qu'il peut avoir. Et ensuite, on va lui demander, sur la base de ces images-là, finalement, pourquoi il les a choisies, qu'est-ce qu'elles expriment. Ce qui nous permet de récupérer une masse de texte importante et nous donner la matière derrière pour aller illustrer la compréhension de cette satisfaction. Et le support, là, on va être finalement sur les supports traditionnels. Donc, ça va être... alors, le SMS ne sera pas utilisé parce qu'il est beaucoup trop court. On sera sur une enquête plus longue. Donc, on va être plutôt sur de l'enquête par mail ou de l'enquête par téléphone, qui est du coup plus coûteuse, mais de temps en temps sur certaines cibles qui est indispensable, ou sur de l'enquête en face à face. Donc, vraiment, on va adapter le mode de collecte en fonction du contexte du client et de l'étude. Les enjeux pour ces enquêtes à froid, le premier d'abord, et c'est un peu la bataille aujourd'hui, c'est d'arriver à disposer d'un taux de retour satisfaisant, notamment sur les enquêtes par mail. On a dit les mails sont saturés, donc il faut qu'on ait un message qui soit clair, donc
on est sur une enquête qui permet d'améliorer la qualité, améliorer la relation. Pas la peine de rajouter des messages, d'ajouter des incentives. On est vraiment, il faut que ce soit clair et direct. On veut que le client participe à l'amélioration de la qualité. Et l'enjeu, c'est il va falloir donc réussir notamment les 2 premières pages. On sait que si un répondant passe les 2 premières pages de l'enquête, dans 90% des cas, il ira jusqu'au bout. Donc il y a vraiment un enjeu sur le message et les deux pages qui vont suivre pour avoir un taux de retour qui nous permettra d'analyser correctement les données. Ensuite, c'est de donner vraiment la parole au client. On le voit, nous, de temps en temps, pour des enquêtes de satisfaction d'image, on se borne finalement à intégrer des échelles de Likert, des échelles de mesure, et absolument pas de questions ouvertes. Au prétexte que finalement, les questions ouvertes, c'est compliqué à analyser. Or, aujourd'hui, il y a énormément de méthodes qui permettent de faciliter le traitement, et surtout, à l'intérieur de ces questions ouvertes, vraiment, on a de la matière qui permet d'amener de la profondeur et de mieux, à nouveau, comprendre la construction de la satisfaction. Troisième, par rapport à ces enquêtes à froid, c'est vraiment d'aller identifier les leviers de performance. Donc, on évalue la SAT, la satisfaction ou la fidélité, mais vraiment, il faut comprendre comment elle se construit et sur quoi on va pouvoir agir pour s'améliorer. Et le 4e point, c'est qu'il va falloir que cette enquête, elle soit exhaustive. Donc, on va vraiment essayer de balayer l'ensemble du parcours client, l'ensemble de la relation qu'on a avec le client. Mais pour autant, en essayant d'aller à l'essentiel. Donc, notamment, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a dans les CRM, la plupart du temps, on a toutes les informations concernant le client. Donc, il n'est pas nécessaire de lui reposer les sempiternelles questions de type socio-démo, quel est votre sexe, quel est votre âge, puisque toutes ces informations, normalement, on les a. Donc, si on les a, il faut vraiment les intégrer de base dans l'enquête et sans avoir, les injecter dans la base de données sans avoir à poser les questions dans l'enquête. Donc, l'analyse et les restitutions pour les enquêtes à froid. Donc, finalement, qui utilise ces études? D'abord, ce sont des études qui sont plutôt à destination de la direction qualité ou du comité de direction. Et les indicateurs qui vont être utilisés, ça va être principalement donc, de la satisfaction globale partielle et de la recommandation. Et la mise en perspective, on le verra tout à l'heure, de ces 2 indicateurs nous permettra notamment d'aller évaluer la fidélité. Finalement, à partir de quand un client, à partir de quel niveau de satisfaction un client va rester chez moi, va continuer de consommer mes services et d'avoir une relation avec moi. Donc en termes d'analyse, on va, dans la mesure où on est sur des enquêtes plus complètes, on va pouvoir aller de manière plus approfondie. On va là aussi pouvoir se permettre de construire des matrices de la décision, puisqu'on est sur un temps, on est sur une photo sur toute une période, donc on n'a pas de problème de saisonnalité, et puis on n'est pas sur la réaction, on est vraiment sur une étude qui réfléchit, de la part du répondant. Donc on va construire des matrices de la décision, on va essayer d'aller segmenter, définir des typologies, donc on va aller plus loin dans l'analyse. Et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un outil d'orientation stratégique qui nous permettra de modifier l'offre, de modifier la communication, bref, de repenser son positionnement en termes de relation client. Donc les enjeux, ça va être de dépasser simplement les analyses descriptives, finalement, quel est mon niveau de satisfaction, quel est mon niveau de recommandation, pour aller vers du prédictif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que cette satisfaction ou cette recommandation s'améliore? Et de pouvoir jouer avec les indicateurs pour voir, lorsque j'agis sur celui-ci, j'ai ma satisfaction qui va monter ou qui va baisser. Ensuite, c'est s'appuyer sur les commentaires libres pour aller mieux comprendre les préoccupations des clients. Donc on l'a dit, on va ajouter des questions ouvertes, on va essayer de générer des stimuli par biais d'images. Donc on va utiliser cette matière-là à nouveau pour essayer peut-être de catégoriser les clients aussi, mais aussi de voir ce qu'on va pouvoir faire pour s'améliorer. Et puis l'enjeu, c'est aussi d'apprendre à communiquer de manière synthétique sur la démarche et les résultats pour que finalement cette étude stratégique se transforme en une opération de communication et qu'on puisse utiliser toute cette matière-là pour communiquer à destination du client, leur montrant qu'on est dans une démarche d'amélioration de qualité. Hop. Alors, plus rien ne fonctionne. Voilà, alors, tout à l'heure je parlais, on va essayer de mesurer la fidélité. Donc, une manière de mesurer la fidélité, c'est de mettre en perspective la satisfaction et la recommandation. Donc ici, on a un graphe qui montre bien cette démarche. On a une note de satisfaction avec une échelle de 0 à 10. Et ce que l'on va présenter ici, on va croiser avec le taux de recommandation. Donc on voit que lorsque j'ai mes notes de 0, il y a 0% des clients qui recommandent. Avec une note de 1, toujours pas. Avec une note de 2, j'ai déjà la possibilité d'avoir quasiment 8% des clients qui recommandent, qui pourtant recommandent ma marque. Et je vais regarder finalement à partir de quel moment je vais avoir plus d'un client sur 2 qui va
qui va continuer de recommander ma marque, donc qui va continuer finalement de m'être fidèle. On peut considérer que la recommandation est un élément de fidélité. Ce qui permet de définir un objectif. Dans ce cas-là, par exemple, je vais fixer un objectif à mes équipes de 7 ou de 8 en disant, voilà, ce qu'il faut viser, c'est une satisfaction qui va être entre 7 et 8, de telle sorte à avoir au moins un client sur deux qui va continuer de recommander, qui va donc être fidèle. Après, à définir en fonction du coût d'acquisition d'un client, finalement, à partir de quelle note on va pouvoir considérer que ce score est satisfaisant. Donc après, ce sont des calculs à mettre en place entre le coût d'acquisition d'un client et puis ce qu'il va nous générer derrière, puis mettre ça en perspective pour voir à partir de quand la recommandation est acceptable. On le disait tout à l'heure, on va essayer de dépasser les seuls éléments descriptifs, la seule analyse descriptive pour aller vers du prédictif. Et à ce sujet, donc je vais parler d'une matrice qui s'appelle l'analyse tétraclasse, qui peut ressembler à l'analyse importance-performance avec laquelle vous devez être assez familiarisé, mais qui est différente cette fois où on va aller dans cette matrice finalement mettre la perception, la satisfaction globale avec nos satisfactions toujours de la même manière, partielle, mais on va essayer de voir dans quelle mesure les différentes satisfactions partielles vont influer de manière positive sur la satisfaction globale et ou de manière négative. Donc, ce qui va permettre de définir quatre grandes zones, quatre grands éléments. Donc, les éléments, on va dire, basiques, c'est-à-dire qu'ils ont une influence uniquement négative sur la satisfaction. Donc, ici, on voit le repos et le calme et la nature, par exemple. Ça veut dire que, finalement, si je ne soigne pas dans le cadre d'une enquête de satisfaction sur le tourisme, le repos de mes clients, il faut qu'ils aient le temps de se reposer, je vais avoir une satisfaction qui va chuter. S'ils évaluent mal le repos, ça va chuter. Par contre, si je leur donne plus de temps pour se reposer, s'ils sont satisfaits du repos, ça ne va pas pour autant avoir d'effet sur la satisfaction de manière positive. Donc, c'est pas ça qui va permettre de m'améliorer. Par contre, c'est vraiment un élément qu'il va falloir respecter pour que ça se passe bien. On a les éléments plus. Donc, ce sont les éléments qui ont une influence positive sur la satisfaction. Ici, on a le fait d'être dans une ambiance club, d'avoir accès à une formule tout compris. Ça, effectivement, de passer d'une offre à la carte à une offre tout compris, eh ben, c'est ce qui va me permettre, sans doute, d'améliorer ma satisfaction globale. Maintenant, si on prend le cadre du tout compris, ça va avoir un coût. Donc, il va falloir l'évaluer et savoir si le jeu en vaut la chandelle. Et puis, on a les éléments clés. Donc, c'est ceux qui influent de manière positive et de manière négative sur la satisfaction. Donc là, effectivement, ce sont les éléments à pas rater. Si il n'y a pas de pratique du sport dans mon séjour à passer là, dans le cadre de satisfaction, je vais avoir une satisfaction négative. Et si je leur fais faire plus de sport, ou si le sport est satisfait, je vais avoir une influence positive. Donc on est vraiment sur des éléments clés. Et puis tous les éléments secondaires qui, eux, n'ont pas d'effet sur la satisfaction. Donc cette matrice, elle va vraiment, je parlais tout à l'heure de prédictif, nous permettre de savoir finalement quels sont les leviers comment on dit, on tire sur un levier, bon bref, ce qu'il va falloir faire pour nous améliorer, sur quel levier il va falloir jouer, voilà, pour s'améliorer. Donc ça, c'était le troisième point. Donc on passe vraiment, l'enquête à froid va nous permettre d'aller du descriptif vers du prédictif. Et puis, ce que je disais tout à l'heure aussi, cette enquête à froid, il faut la voir comme une opération de communication. Et c'est là où on va pouvoir utiliser ce que j'appelle le pouvoir de l'infographie, c'est transformer donc l'enquête d'étude en une opération de com, pour communiquer auprès des clients et capitaliser sur la démarche d'étude. Et aujourd'hui, on est capable de produire des infographies qui sont en plus des infographies interactives, où le client va pouvoir se faire sa propre idée des données en allant jouer sur les éléments. Donc d'une part, on va communiquer sur les indicateurs assez simples, de type, si ça veut bien s'afficher, voilà, de type taux de satisfaction. Donc ici, je vois que au global, j'ai 36% de clients satisfaits contre 36 d'insatisfaits contre 63 de satisfaits. Donc on communique sur des indicateurs simples, tu vois, merci. La part de promoteurs, la part de détracteurs, et à l'intérieur des promoteurs détracteurs, quels sont ceux qui sont sur les émergements plutôt premium ou plutôt low cost. Je vais pouvoir voir les modes de recherche privilégiés sur mon activité, puis je vais filtrer, puis voir comment. Voilà. Donc je vais m'amuser comme ça à d'une part communiquer finalement sur mes clients, ce qu'ils sont, comment ils perçoivent la démarche, et puis donner la possibilité aux clients de se faire sa propre idée. Aujourd'hui, dans un monde où finalement il y a de plus en plus de transparence, on le voit avec les avis clients, tout le monde a un avis sur tout, il faut que l'information soit accessible. On a aujourd'hui un nouveau mode qui nous permet d'échanger avec les clients sur la démarche qui est proposée.
Voilà, donc on va aller vite, parce qu'on a déjà 10 minutes de retard. Donc enquête à chaud, enquête à froid, en conclusion finalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'enquête à chaud, on l'a vu, elle est sur elle a un objectif plutôt opérationnel. On va être dans l'action. Il va falloir agir localement et rapidement. Alors que l'enquête à froid, on est sur une opération plus stratégique, qui va permettre d'agir au global et définir la ligne de conduite pour les 1, 2, 3 prochaines années. Les bénéficiaires, l'enquête à chaud est plutôt fait pour des managers locaux, alors que l'enquête à froid, elle est plutôt pour la direction marketing ou le comité de direction ou de direction qualité. Les types de mesures, on est sur une mesure transactionnelle, donc systématique pour l'enquête à chaud, contre une mesure cumulée pour l'enquête à froid. Effectivement, on va travailler sur des grandes masses. Et la fréquence, suite à une interaction systématiquement pour l'enquête à chaud, contre un baromètre annuel ou semestriel pour l'enquête à froid. Voilà, donc enquête à chaud sur de l'action, enquête à froid sur de la décision. Et ce qu'il faut finalement se dire, c'est que l'enquête à chaud, on est sur des mesures d'écoute et d'action et de management. Donc on veut réagir sur chaque individu mécontent pour pouvoir le traiter, identifier les irritants du parcours, c'est ce qu'a dit Christine, notamment grâce à toutes les solutions d'analyse textuelle, on peut vraiment traiter l'intégralité des demandes. Et les mesures à froid sont plutôt des mesures de connaissances statistiques qui permettent d'avoir des informations stratégiques. Donc comment satisfaire, fidéliser mes clients, sur quel levier je vais devoir agir pour m'améliorer, et donc identifier les axes d'amélioration. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut pas essayer d'opposer ces deux méthodes, mais au contraire essayer de se nourrir de l'une et de l'autre pour améliorer la compréhension et la relation client. Meilleur exemple, c'est effectivement dans l'enquête à chaud va nous permettre de commenter, de récupérer tout un paquet de commentaires textes. Ces commentaires textes nous permettent là aussi d'améliorer notre questionnaire en identifiant des éléments auxquels on n'aurait pas pensé au préalable. Voilà. En conclusion sur cette étude, donc avant de répondre à vos questions, ce qu'il faut retenir, Christine, sur les prochaines actualités. Oui, alors les prochaines actualités, on a bientôt donc un nouveau catalogue de formation. Vous pouvez dès maintenant en fait sur notre site voir les dates qu'on propose et les programmes qu'on propose sur Paris en session interentreprise. Autrement, voilà, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on vous envoie le nouveau catalogue d'ici quelques jours. Et puis, bien entendu, sur l'année 2018, on va proposer de nouveaux webinaires avec des thèmes différents de ceux qu'on a abordés ce semestre-là. Et très prochainement, en fait, dans notre rubrique actualité, vous pourrez retrouver l'ensemble des thèmes, les dates et la possibilité de vous inscrire. Voilà. Alors, on va maintenant répondre aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Donc, si vous avez encore le temps, on va prendre quelques minutes. Alors au passage, vous allez recevoir bientôt là une enquête par SMS, donc on vous invite à y répondre. Donc comment assurer la représentativité sur une enquête à chaud quand on l'envoie à tous les clients? Alors ce que je disais tout à l'heure, on ne cherche pas de la représentativité sur l'enquête à chaud, on cherche vraiment à identifier des clients détracteurs. Donc c'était une question de Marie au passage. Marie, merci pour cette question. Et toutefois, si on cherche de la représentativité, dans l'analyse, ensuite, on va pouvoir aller effectuer les opérations de redressement par pondération pour avoir un échantillon calibré qui correspond à nos clients. Qui paye? Alors, question de Marie-Alix. Marie-Alix, je suis pas sûr de comprendre votre question. Qui paye quoi? Il faudrait que vous vous détailliez. Question de Guillaume maintenant. J'aurais aimé connaître les fourchettes de prix via SMS. Alors, le SMS, on est sur un prix de marché. Aujourd'hui, nous, on va les proposer à peu près à 70 € les 1000 SMS diffusés, sachant que lorsque vous êtes sur une enquête ping-pong, tennis ou squash, une enquête en mode question-réponse, vous allez payer un SMS pour chaque SMS envoyé. Donc en gros, si vous envoyez un SMS, une enquête de 3 questions, il va falloir considérer que c'est 3 SMS distribués. Donc si vous cherchez à envoyer à destination de 1000 personnes, si tout le monde répond, ça vous coûtera 3 fois 70 €. Voilà. Si les enquêtes sont anonymes, l'action ne peut être que globale derrière. Alors, c'est une remarque de Séverine, effectivement, si les enquêtes sont anonymes, on ne va pas pouvoir agir sur les clients. Donc, on va effectivement les traiter de manière globale, mais dans ce cas-là, se pose la question de l'intérêt de l'évaluation à chaud. Bonjour Laurence. Florence, comment faire? Alors une question de Florence maintenant. Comment faire pour les emails ne tombent pas dans les spams? Alors ça aujourd'hui, quand vous travaillez avec nos solutions, on a des. Alors d'abord il y a des bonnes pratiques sur la distribution d'enquêtes par email. Ces bonnes pratiques, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur la plateforme Sense Online. Il y a un lien depuis l'emailing qui décrit
qui décrit ce qu'il faut faire. Donc il faut soigner l'objet du message, il faut avoir des textes assez courts, il faut bien respecter insérer le lien des inscriptions plus le lien de lecture. Donc il y a pas mal de bonnes pratiques qu'il va falloir respecter. Et derrière, nous, après, on s'assure au niveau technologique, effectivement, que tout soit distribué correctement. Et on est sur des taux de distribution qui sont aujourd'hui excellents. L'analyse tétraclasse, question de Marie-Alix de Rickel. Comment se calcule-t-elle? Je comprends. Se calcule-t-elle via la corrélation des différents éléments de satisfaction avec la satisfaction globale, pour l'interrogation. Alors non, la matrice analyse tétraclasse, donc qui est une matrice développée par une chercheuse qui s'appelle Sylvie Liosa de l'IAE d'Aix-en-Provence, je remercie au passage, que je salue également. Elle est basée sur une analyse factorielle des correspondances où on dichotomise des satisfactions partielles en deux groupes, les satisfaits et les insatisfaits. On fait la même chose avec la satisfaction globale. Et ensuite, on va donc jeter tout ça sur une analyse factorielle. On va récupérer les coordonnées des axes pour reconstruire cette matrice et voir effectivement les éléments qui influent sur la satisfaction et la satisfaction. Bonjour, ces analyses peuvent-elles être réalisées via DataViv? Question de Christelle. Oui, donc toutes les analyses qui ont été présentées peuvent être réalisées avec DataViv. Alors, à l'exception de l'analyse tétraclasse, qui elle sera disponible dans une version premium de DataViv qui sera proposée bientôt. Et qui est déjà développée, qui est en phase de bêta-test. S'il y a des bêta-testeurs parmi vous, vous y aurez accès dans 15 jours. Est-il possible de remettre la slide avec le comparatif? On vous enverra le diaporama pour que vous puissiez regarder. Pouvez-vous nous envoyer la présentation? On vous enverra la présentation. Question d'Astrid. Désolé, mais je vais devoir quitter. Au revoir Sébastien. Sébastien, qui paye les communications lors d'une enquête par SMS? Alors, pour les enquêtes par SMS, l'envoi, c'est vous qui le payez. Le retour, c'est le client. Aujourd'hui, on est sur des forfaits en général qui sont illimités, donc c'est plus vraiment un problème le fait que le client ait envoyé un SMS. D'autant qu'on n'est pas sur des numéros surtaxés. Donc, voilà. Marie-Alix, voilà, donc ça c'est bon. On a manqué le webinaire de DataViv. Une chance de reprendre. Ok. Donc, question de Lise, oui, on va refaire des webinaires pour présentation de DataViv. Question de Marie, toujours. Comment gérer le fait d'avoir deux scores NPS, un chaud et un froid? Alors, comme on le disait, dans le cadre d'une enquête à chaud, le NPS est toujours contextualisé. Il dépend du moment au moment auquel le client interagit. Donc c'est là où il faut faire attention et distinguer du NPS global, où là, de manière générale, on va demander au client s'il le recommande. Donc il faut bien distinguer ces deux éléments. Alors on peut de temps en temps les comparer pour voir s'il y a des différences, mais il ne faut surtout pas les traiter ensemble. Question de Sylvain Den, vous parlez des informations du répondant de l'enquête disponible dans le CRM. Comment enrichir les données CRM et les réponses clients? Aujourd'hui, on a développé des API qui permettent d'une part, donc pour répondre Sylvain, d'une part d'aller alimenter notre CRM et d'autre part des requêtes en GET qui permettent d'aller récupérer des données de l'enquête depuis un autre système d'information. Donc on a les allers-retours. Simplement, il faut aller, effectivement, il y a un peu de paramétrage pour s'interfacer avec nos API. Bonjour, quel est le coût du module DataViz? Alors, question de Laura, je pense que c'est concernant DataViv. Donc, DataViv est proposé aujourd'hui à 950 € hors taxe par an pour les clients qui sont déjà équipés des solutions Sphinx. Et on a une promo jusqu'au 31 décembre où il est offre de lancement, il est proposé, il y a 20% de remise qui va faire 760. Et en fait, vous allez, voilà, on va vous recontacter en fait suite à ce webinaire, donc vous pouvez effectivement voir avec votre conseiller commercial pour avoir effectivement le devis correspondant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Question de Florence, pour les bonnes pratiques sur les envois d'email, où trouver ces conseils dont vous parliez? On vous enverra le lien, je ne sais plus exactement où il est sur 5 semaines, mais on vous enverra ça. Voilà. Très bien. Merci Christine. Merci Boris. Merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui. Et puis très bonne journée, très bon appétit. Et bonne journée. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, au revoir.